Ok, bonjour à tous. Je vais laisser entre les mains et entre les appels de Déborah, qui va nous parler un petit peu de son retour d'expérience sur le poste de Scrum Master. Merci beaucoup. Alors, j'active mon timer, même si j'ai un time keepeuse de folie, mais comme ça, moi, ça me vibre dans la main. Normalement, vous avez tous devant vous une feuille et un jeton qui est soit un pompon, soit un bonbon, soit les deux. Et vous avez un crayon. Les rimants on s'arrêteront là. À distance, sur Remo, normalement, on est en train de vous envoyer la feuille de personnage. OK. Eh bien, merci à tous d'être là. Bravo aux courageux aventuriers qui ont osé franchir la porte de cette conférence. Eh bien, en avant. Tout d'abord, merci aux différents sponsors de l'Agile Tour, sans qui on ne pourrait pas être là. C'est un bel événement qui est gratuit et c'est grâce à eux. Merci. Alors, aujourd'hui, on va jouer. Vous avez devant vous une feuille de jeu qui est à mi-chemin entre la feuille de personnage pour les adeptes du jeu de rôle et le jeu de loi pour ceux à qui ça remonte un peu loin, le temps des jeux. Cette feuille, elle va accompagner le discours que je vais avoir sur les prochaines minutes. On va ensemble cheminer. Et donc, elle va vous servir en fonction des situations que je vais vous évoquer. Je vais vous inviter à vous projeter dans ces situations. Et puis, vous serez du coup invité, selon vos réponses à ces situations, à reculer ou avancer sur ces différentes cases colorées. Ensuite, elle me servira énormément à la fin avec les deux petites parties que vous pouvez découper. J'ai oublié de pré-plier les feuilles, je suis navrée. Donc, bon courage pour découper. Et ça va vraiment me servir à moi pour continuer mon voyage et continuer de grandir. Donc, merci d'avance à tous ceux qui déposeront dans le sac vos retours et vos feedbacks. Et puis ensuite, sur cette feuille, j'ai essayé de mettre les idées principales que je vais aborder aujourd'hui, donc ça vous fera un souvenir. C'est parti ? Voici la carte des tribulations. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage qui a commencé pour moi, on va dire, il y a environ 3 ans, quand je suis arrivée à Lectra, en tant que développeuse et Scrum Master de mon équipe, et qui, petit à petit, m'a amenée jusqu'à aujourd'hui, Scrum Master de mon équipe, plus développeuse, leader de la communauté des Scrum Masters à Lectra, référente sur notre outil de gestion de projet, et oratrice devant vous aujourd'hui. Donc ce chemin, il s'est fait pas à pas, grâce à 3 attitudes. La première, c'est cheminer, c'est-à-dire sortir de ma zone de confort, aller explorer d'autres contextes, découvrir le monde. Grâce au fait de s'entourer, aller chercher des personnes auprès de qui on peut collecter du feedback, auprès de qui on peut avoir du soutien, s'inspirer. Et puis apprendre à se connaître, savoir décrypter nos forces, nos faiblesses, comment ça a un impact sur notre travail et vers où on veut tendre. Et donc, au fur et à mesure de ces tribulations, j'ai commencé par accompagner mon équipe, et puis c'était la découverte d'autres contextes, avant de se poser cette question, c'est quoi en fait être un Scrum Master ? Pour ensuite appartenir à des communautés, et puis rentrer dans une démarche d'amélioration en fait, se tromper, se remettre en question, apprendre, s'entraîner. Tout ça pour cheminer petit à petit vers la posture du leader agile. Et je reviendrai sur ce que je mets derrière ce mot, qui est un peu fourre-tout. Alors voilà, tout commence il y a 3 ans, quand j'arrive à Lectra pour être Scrum Master de mon équipe, pour incarner enfin ce rôle qui me tient à cœur. Le son était un peu fort. J'espère que ça vous a réveillé. Donc pour incarner enfin ce rôle qui me tient tant à cœur. Bon, dans une équipe Kanban, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, voilà, j'arrive pleine d'optimisme, pleine de volonté, j'ai envie de déplacer des montagnes pour incarner ce rôle. Et je suis aussi pleine de doutes, c'est un peu une plongée vertigineuse. Et donc, je prends mes marques pas à pas dans l'équipe, dans l'entreprise, dans mon rôle de Scrum Master. Quand soudain, je tombe nez à nez avec un gros fichier Excel. Le fichier Excel de suivi de projet, de burn-up, issu du tréfonds des dossiers de mon manager qui me dit que hey, maintenant que je suis Scrum Master, je vais pouvoir m'en charger. Et là, je me rends compte que je vais devoir saisir manuellement les informations de chaque sprint dans ce fichier, et ça toutes les 2 semaines. Ça, c'est moi quand je m'en rends compte. Vous avez vu, ça m'éclate une étoile d'énergie. Pas possible, pas en 2020, pas à Lectra. Alors, imaginez-vous dans cette situation. Face à ce terrible Excel qui s'avance lentement vers vous, que faites-vous ? Plusieurs réponses possibles. Je fais une aparté là, il y en aurait 1000 autres. Je vous encourage, si vous en avez des super, à me les mettre sur la feuille. Bien sûr, c'est très orienté par rapport à ce que moi, je pensais à ce moment-là.
D'accord, tu m'expliques comment on s'en sert? Je suis encore en période d'essai, c'est pas vraiment le moment de faire des vagues. Ça me paraît fastidieux, c'est OK si j'automatise? Quitte à devoir mettre les mains dans un fichier Excel, autant y passer le moins de temps possible. Ou alors C, chef, t'es sûr là vraiment? Non mais c'est niette, je ne toucherai pas à un fichier Excel pour faire du suivi de projet. Ou alors D, oh chouette, un Excel, je vais mettre à profit mes compétences en Visual Basic. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Je vous invite à y réfléchir. A, B, C ou D? Est-ce qu'il y a des A à main levée dans la salle? Qui aurait répondu A? On ne fait pas de vagues, c'est le début, on verra plus tard. Qui a répondu B? OK, on essaye de se rendre la tâche moins pénible. Qui a répondu C? C'est niette, je ne touche pas. Et qui a répondu D? Il y en a. Qui êtes-vous? C'est ça, c'est ça. OK, alors voici mon interprétation. Bien sûr, c'est très subjectif. Si vous avez répondu A, eh bien, vous avez manqué de congruence, c'est-à-dire que vos actes n'étaient pas en corrélation avec vos valeurs. Vous pouvez reculer d'une case. Normalement, vous êtes sur une case départ, il y a encore une petite case pour reculer. Si vous avez répondu B, vous avez évité un conflit au prix d'un effort fastidieux. Vous avez manqué de courage, reculé d'une case. Si vous avez répondu C, pour le coup, vos valeurs ont guidé vos actes. Vous pouvez avancer d'une case. Et je ne commente pas pour le dire. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation? Eh bien, j'ai dit niet. Enfin, pas vraiment. Avec un peu plus de diplomatie, j'ai surtout demandé pourquoi un fichier Excel? Et là, la réponse de mon chef, c'était parce que dans notre outil de gestion de projet, au passage qui est Version 1, c'est un équivalent Jira, il y en a qui connaissent, tant mieux pour vous, c'est trop compliqué et c'est pas fiable. Comment ça? Dans notre outil de suivi de projet, c'est trop compliqué de faire un burn-up de suivi de projet? Ça me paraît quand même un peu bizarre. C'est OK si je regarde c'est quoi le problème et voilà. Réponse de mon chef, OK, vas-y, amuse-toi bien. OK, et challenge accepted. Mission transparence et simplicité enclenchée. J'allais pas me laisser marcher sur les pieds par un système de gestion de projet. Au passage, j'entrevois quand même quelque chose d'assez chouette. Ça fait à peine quelques mois que je suis dans l'entreprise et je peux tout à fait remettre en question les process en place et prendre du temps pour les améliorer. C'est un assez bon début. Et donc, je venais de mettre la main dans un engrenage, dans un vortex qui allait m'aspirer tout droit dans une équipe parallèle en charge d'harmoniser les pratiques et les usages autour de cet outil. C'était la création de la communauté de l'avoine. Alors, avoine, pourquoi? Harmonisation de version 1. On était super inspirés. C'est un vrai truc, c'est le vrai nom. Hein, ouais. Et donc, c'est quoi ce groupe? Eh ben, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, de plein de profils différents. Il y a des PO, des Scrum Masters, des développeurs, des QA, Quality Agents, ça parle à tout le monde. Il y a aussi des personnes du marketing stratégique, il y a des coachs, il y a des managers, il y a des RTE, le rôle safe de passage à l'échelle, comme de Scrum. Bref, il y a vraiment toute la R&D qui est représentée dans ce groupe. Et moi, je viens juste de débarquer, j'ai dans la salle mon chef, la chef de mon chef, le chef de la chef de mon chef. Je me sens toute petite. Et pourtant, c'est à moi qu'on confie le rôle de Scrum Master de cette équipe parallèle. Alors, je me sens flattée de cette confiance accordée, ça légitime mon rôle, mais je ne suis pas aussi confiante qu'eux. Et donc, on fait un joli kick-off. On démarre ça en grande pompe. On définit notre identité, notre groupe, notre mission. Et puis, on va vraiment aller creuser notre organisation, quels sont les rôles, comment on se met en place, comment on s'organise. Et on définit notre mission plus précisément, notre feature map et notre backlog. On était lancé. Et donc, à force de se voir régulièrement, de discuter tous ces sujets transverses, finalement, qui touchent toutes les équipes, et bien moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de voir ce qui se faisait ailleurs, en dehors du contexte de mon équipe. Ça m'a permis de comprendre les contextes. Et je dis les contextes parce que l'Ectra, c'est une vingtaine d'équipes à ce moment-là. Ça m'a permis de m'imprégner dans la culture et dans l'histoire de l'entreprise, qui est assez prégnante et qui finalement explique ou met en lumière beaucoup de choses en place. Et puis, c'était un immense bac à sable pour m'améliorer en facilitation. Et vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir cette occasion-là de prendre du recul, de découvrir les autres contextes dans votre entreprise?
je vous invite à avancer sur la prochaine case jaune, cheminée. Si vous êtes perdu, normalement, vous arrivez sur la petite pastille jaune qui est en bas, si j'ai bien fait mon travail. Mais voilà, on avait vraiment des atouts, on avait un fort sponsoring, on avait une mission, une identité, on avait vraiment bien réfléchi notre organisation, mais les difficultés commencent. Petit à petit, on manque de temps pour travailler ces sujets. Les avancées paraissent laborieuses, on a l'impression que c'est un peu peau de chagrin. On a des difficultés à clore certains sujets, à dire c'est bon, ça c'est terminé, c'est done. On a des sujets qu'on a du mal à aller attaquer, à gripper, un peu comme un plafond de verre. Et puis, il y a une baisse de motivation du groupe. Tout ça, ça fait une baisse de l'investissement du groupe dans cette harmonisation de l'outil Version 1. Et là, j'ai une autre petite étoile qui s'étiole. Je doute. J'ai du mal à prendre du recul, à suivre mes intuitions. Voilà, je ne sais plus trop comment faire et je me demande si je suis à la hauteur. Et donc vous, imaginez-vous dans cette situation face à l'investissement du groupe qui fond comme neige au soleil. Que faites-vous? Plusieurs réponses que j'ai envisagées. Dédier les lundis après-midi. On bloque dans l'agenda, au moins ça nous fait un créneau commun. Privilégier des sessions de travail auto-organisées, chacun ira piocher des sujets et avancer dans son coin, en sous-groupe. Ou alors C, demander à chacun le temps qu'il peut allouer ce sprint à ces sujets pour pouvoir s'organiser en fonction. Au moins, on saura vraiment quelle charge de travail on peut mettre. Ou alors D, s'impliquer dans tous les sujets pour les faire avancer. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que vous auriez choisi? A, B, C ou D? Alors, qui aurait répondu A? Quelques A qui se lèvent. Okay. Qui aurait répondu B? Qui aurait répondu C? Une majorité, visiblement. OK. Et qui aurait répondu D? Pas de D. Alors, si vous avez répondu D... Pardon? J'ai pas entendu, pardon. D'accord. Si vous avez répondu D, eh ben, vous avez un groupe très varié, avec des profils différents et des agendas très chargés. Bloquer les lundis après-midi, c'est mission impossible. L'urgence opérationnelle prend toujours le dessus. Impossible d'avoir le groupe. Si vous avez répondu B, privilégier des sessions auto-organisées, finalement, elles peinent à s'auto-organiser. Quelques petits sujets avancent, mais les sujets d'ampleur ne sont pas pris. Si vous avez répondu C, les réponses sont timides, on vous alloue quelques heures par-ci par-là, c'est pas avec ça que vous allez avancer, vous le savez bien, mais vous faites avec. Et si vous avez répondu D, c'est vous qui allez vous noyer. C'est pas la bonne solution, c'est pas très pragmatique. Donc vous pouvez reculer d'une case. C'est un peu biaisé, hein. Vous vous sentez floué là. Hein. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout testé. Voilà. Alors à ce moment-là, le groupe Avoine reste un peu dans cet état-là, on avance bon gré mal gré, et puis on arrive à un état où on se dit qu'on va clore le groupe. On a fait quelques avancées, mais clairement pas à la hauteur de nos attentes. Mais a posteriori, dans la suite de mes aventures, m'a permis de prendre du recul et de me poser vraiment cette question. Il y avait quoi derrière l'investissement de l'équipe? Il y avait quoi derrière ce problème d'allouer du temps à ce projet d'harmonisation de Version 1? Et donc, il y a plein de notions, je vais en lire quelques-unes. Il y a la délégation, se sentir, avoir le droit, l'autorité de pouvoir prendre un sujet soi-même. Il y a cette idée de feedback. Quels sont les feedbacks des personnes pour qui on fait ce chantier de simplification? Peut-être aussi une idée de charte de travail, tous ensemble, quels sont nos engagements les uns envers les autres. Bref, on discerne 3 catégories. L'engagement du groupe envers la mission, la vision, quelle est notre mission, quel est le sens de ce qu'on fait, et l'identité, qui sommes-nous? Est-ce qu'on forme un vrai groupe? Et donc ces 3 choses, autant on les a cultivées au lancement, au kick-off, mais en fait, il faut les faire vivre dans le temps. C'est ça l'apprentissage que j'en retiens. Et pendant ce temps-là, dans mon équipe, pendant que j'écope cet investissement qu'ils font à vue d'œil, eh ben, je jongle, j'ai des difficultés, j'ai du mal à jongler entre les différents rôles, donc développeuse, Scrum Master d'un autre groupe. J'ai plusieurs niveaux d'engagement, j'ai du mal à savoir quand faire quoi, comment prioriser. Je me demande si je suis sur le bon chemin, et puis c'est quoi mon rôle, est-ce que je suis en train de faire ce qu'on attend de moi? Et là, il se passe un truc extraordinaire. Au sein de la R&D Electra est organisé un atelier sur la définition du rôle du Scrum Master. La R&D a à cœur de vouloir redonner du sens à ce rôle. Et donc, un groupe se constitue, il est composé de Scrum Master, bien sûr, mais aussi de PO, de managers, de RTE, bref, tous les profils
qui vont graviter autour de ce rôle du Scrum Master. Et on se pose ces différentes questions. C'est quoi un Scrum Master? Est-ce que c'est un rôle ou est-ce que ça doit être un poste dans notre fiche de poste? Quelles compétences il faut pour être Scrum Master? Quelles sont les qualités nécessaires? Quelles sont les activités du Scrum Master? Quel est son facteur de focalisation par rapport peut-être à d'autres activités qu'il a à faire? Que faut-il changer dans notre manière de faire à l'ECTRA pour atteindre cette définition? Et quels moyens avons-nous besoin pour faire ces changements? Donc, on commence tout ça en relisant le Scrum Guide. Et au fur et à mesure de ces discussions, pour moi, c'est vraiment une explosion de concepts, de prise de recul. Ça fait vraiment écho à mes questionnements du moment. Et puis, ça me permet déjà d'entrevoir un chemin, une progression. Je vais revenir un peu en détail, enfin, pas en détail, mais sur quelques-unes des réflexions et des notions qui m'ont nourri à ce moment-là. Déjà, les compétences. Là, on repart vraiment du Scrum Guide, puis on obtient cette liste en réfléchissant tous ensemble. Un Scrum Master, il doit être compétent en agilité. Ben oui, c'est lui qui porte l'expertise et qui doit la transmettre aux personnes avec qui il interagit. Il doit être doué en animation pour pouvoir animer les événements Scrum, mais en fait, la vie de l'équipe de manière globale. Il doit savoir accompagner son équipe, son PO, et plus largement. Il doit aider à la coordination, donc comment l'équipe va communiquer et interagir avec les autres. Il a cette responsabilité de l'amélioration continue, donc feedback, inspection, adaptation sont des choses qui doivent lui parler. Et puis, cette petite phrase en plus, la compréhension de l'environnement. Et oui, en relisant un peu tout ça, on se remet tous en tête que c'est du rôle du Scrum Master de transmettre à l'équipe la stratégie et les enjeux du système. Il est un peu le relais entre ces deux univers. Et ça ne fait pas de mal à se rappeler. Alors, au niveau des qualités, on s'amuse à dresser une liste non exhaustive, ça c'est la liste non exhaustive, des qualités qui font un bon Scrum Master. Je ne vais pas les lire, mais on se sent un peu petit, encore une fois, devant toute cette liste. C'est à ça que ça ressemble, un Scrum Master? Un mouton à 5 pattes? Donc là, j'ai mis les qualités qui, pour moi, ont le plus d'impact, qui ont le plus résonné en moi. L'assertivité, avoir la capacité à délivrer des messages, même difficiles. L'empathie, le pragmatisme, le courage, la congruence, quand nos actes sont en adéquation avec nos valeurs. Et la dévotion à l'équipe. Pour moi, cette petite liste des qualités ouvre vraiment la porte de l'introspection. Moi, je suis quoi comme genre de Scrum Master? Et qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme genre de Scrum Master? Et puis, on a ce débat sur la focalisation, un débat de longue haleine. On se demande, le Scrum Master, est-ce qu'il doit être dédié à l'équipe? Est-ce qu'il doit être Scrum Master de plusieurs équipes? Est-ce qu'il doit être dédié à son rôle, ne faire que du Scrum Master? C'est-à-dire, on oublie le Scrum Master qui fait du dev et qui fait du QA. Chaque solution a des avantages et des inconvénients. Et on se dit que pour l'ECTRA, à ce moment-là, dans notre contexte, on allait vraiment se recentrer sur un Scrum Master par équipe qui soit dont les missions de Scrum Master sont prioritaires, donc il occupe son temps, il s'occupe de ses missions de Scrum Master en priorité, et s'il lui reste du temps, alors il peut contribuer dans le temps qui lui reste au produit, donc QA, développeur, c'était les deux situations qu'on avait. N'empêche que reposer cette notion que les missions du Scrum Master sont prioritaires à ses autres missions qu'il pourrait avoir, avec un groupe constitué de Scrum Master, oui, mais de managers, de PO, de RTE, ça fait du bien. Ça remet vraiment une légitimité au rôle de Scrum Master, ça lui redonne du sens et c'est l'aide de noblesse. Et puis, on a vraiment espoir que ça aide les Scrum Masters à dégager du temps pour leur rôle, plutôt que de devoir louvoyer, tricher ou faire des heures sup pour avoir le droit d'accorder du temps à leur mission. Et là, pour moi, c'est vraiment un moment où j'entrevois un chemin. Je regagne même une étoile d'énergie. Je me rends compte qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à apprendre, que je peux encore grandir tellement, et je trouve ça reboostant. Et vous, ça vous est arrivé d'avoir l'occasion de vivre cette prise de recul sur vos compétences, vos qualités et sur ce que vous aviez envie de devenir? Je vous invite à avancer sur la prochaine case bleue, se connaître. J'espère que vous aurez reconnu mon joli penseur en bicablo. Et alors là, ça déclenche en moi cette envie de m'entraîner, de progresser, d'avancer. Ça commence par quoi? Ça commence par une formation PSM1, il ne faut pas que je me trompe dans l'anagramme, avec une certification. C'était un des engagements de l'ECTRA suite à l'atelier des Scrum Masters. Et c'est chouette, en fait. C'est chouette d'avoir un formateur externe qui vient redonner les concepts, qui apporte un autre point de vue. Ça permet de prendre du recul par rapport à son point de vue. Et puis, mine de rien, pour certains Scrum Masters, c'était vraiment important d'avoir cette formation et cette certification pour leur légitimité.
Et donc, on relit le Scrum Guide. Ça fait 2 fois un peu de temps que je le relis, et cette phrase-là, elle me reste, elle fait écho. Scrum Masters are true leaders who serve the Scrum team and the larger organization. Eh bien oui, c'est ça en fait. C'est ça que j'entends moi par leader agile. C'est pas la pom-pom girl populaire, c'est pas le chef de guerre devant son armée. C'est plutôt la main tendue. C'est plutôt chercher à améliorer sans cesse sa pratique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à l'écoute de chacun, son équipe ou pas, pour les aider, les accompagner sur l'amélioration continue et l'agilité. C'est aussi avoir conscience que ce chemin, il ne se fera pas tout seul, il ne se fera pas juste au sein de mon équipe, il se fera avec toute l'organisation. Et avoir ça en conscience et agir en fonction. Et puis, ben, c'est rentrer dans cette démarche d'amélioration continue de ces pratiques. Alors, ça commence par quoi, mon entraînement? Ça commence par la communauté des Scrum Masters. À ce moment-là, à Lectra, il y a une communauté des Scrum Masters qui existe, mais qui est en déclin. Il y a quelques Scrum Masters, allez, peut-être 3, 4, qui viennent à chaque fois, sur la vingtaine, je reprécise. Et puis, le format ne permet pas vraiment de rentrer en profondeur dans les sujets. On est un peu frustré souvent à la fin de les sessions. Et le leader en place a envie de passer la main. Il en a ras-le-bol. Mais pour moi, cet espace, il est important. J'ai envie de pouvoir échanger avec mes pairs. Comment je vais progresser si je ne discute pas? Donc, j'ai envie de m'impliquer. Mais je sors à peine d'avoine. Chat échaudé, craint l'eau froide. Je me demande comment éviter les erreurs du passé. Et donc, soutenu par les coachs à ce moment-là, on va vraiment essayer de lancer cette communauté correctement. On va se poser la question, c'est quoi une communauté? Une communauté, ça repose sur 4 piliers. Un pourquoi, quelle est sa mission, quel est son but, pourquoi elle existe. Un quoi, concrètement, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va faire de notre temps ensemble. Un comment on va utiliser ce temps ensemble, quand est-ce qu'on se voit, combien de temps. Et un qui participe à cette communauté et quel rôle on pourrait avoir au sein de cette communauté. Et puis, je garde bien en tête ces 3 notions, engagement, vision et identité, qu'on va bien sûr avoir à cœur de cultiver au moment où on va relancer la communauté, mais surtout, tout au long de la vie de la communauté. Et puis, bien sûr, on va la co-construire, cette communauté, avec les Scrum Masters qui vont avoir envie d'y participer. On va avoir à cœur de s'adapter. Je vais avoir à cœur, du coup, tout au long, avec le soutien des coachs, de m'adapter aux besoins de chaque membre de cette communauté. Et puis, je vais prendre du recul grâce à l'accompagnement des coachs. Il y a une coach référente qui suit la communauté et avec qui je peux préparer les sessions et débriefer sur les sessions. Et donc, c'est un nouveau départ. On fait ce bel atelier pour relancer la communauté. On commence à définir un peu toutes les questions qu'on a vues précédemment, et puis on manque de temps. Il faut un 2e atelier pour aller vraiment finir de détailler nos 4 piliers, pourquoi, quoi, comment, qui. Et là, j'ai un peu peur de trop solliciter mes Scrum Masters. Ils ont aussi un rôle opérationnel, j'en ai bien conscience. Est-ce que je peux vraiment encore leur demander un atelier avant même d'avoir réussi à lancer la communauté? Finalement, j'ai un peu peur de retomber dans les mêmes problèmes qu'avec Avoine, de trop de temps à accorder à ce sujet. Face à ce lancement de la communauté qui nécessite un 2e atelier, avec cette peur de trop solliciter les Scrum Masters, qu'est-ce que vous auriez fait? 3 choix possibles. Réponse A. Désolé, on n'a pas fini de définir les piliers, on se revoit dans 1 semaine pour terminer ou bien à la prochaine session. Vous leur laissez le choix. Ou alors B. Allez, on démarre comme ça, on affinera plus tard la définition et le fonctionnement de notre communauté. Vous laissez couler, on commence avec ce qu'on aura déjà défini. Ou alors C. Cette communauté est notre espace pour grandir, revoyons-nous dans 1 semaine pour prendre le temps de finir. Vous imposez. Qu'est-ce que vous auriez choisi? A, B ou C? Il y a des A? Il y a des B? Ouais. Beaucoup de B sur Remo. Il y a des C? Ok. Majorité de C dans la salle, visiblement. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Ah ouais, pardon. Donc, si vous avez répondu D, A, vous vous êtes excusé. Presque comme si le temps que vous leur demandiez n'était pas prioritaire. Cette communauté n'est pas prioritaire. Vous êtes à 2 doigts de dire que le rôle de Scrum Master n'est pas prioritaire alors qu'on sort d'un atelier sur la définition du rôle. Si vous avez répondu B, plus tard, ça veut souvent dire jamais, ou alors vous allez reporter à la Saint-Glinglin un lancement propre de votre communauté. Vous vous tirez une balle dans le pied. Vous risquez vraiment de perdre ce dynamisme que vous avez là sous la main comme ressource. Et si vous avez répondu C, bravo, vous êtes resté droit dans vos bottes. Effectivement, vous avez affirmé votre rôle de leader, vous avez bien posé que cette communauté est un espace ressource pour tous les Scrum Masters et que c'est important. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis excusée platement, je me suis confondue en excuses, j'ai essayé de louvoyer un petit peu pour quand même les avoir dans ma 2e session. J'ai pas du tout été exemplaire, j'ai manqué de prise de recul. Heureusement, j'avais les coachs avec qui j'ai pu débriefer de ça.
Et donc voilà, la communauté est relancée. C'est un chouette espace où on peut discuter, échanger sur nos difficultés, apprendre, s'entraider. Et puis, c'est aussi pour moi un espace où je peux m'entraîner, encore une fois, en facilitation et en accompagnement. Et vous, est-ce que vous faites partie d'une communauté? À main levée, peut-être? Oui, il y en a. Prenez un instant pour réfléchir à ce que ça vous apporte. Et pour ceux qui ne font pas partie d'une communauté, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Je vous invite à vous avancer sur la prochaine case orange, s'entourer autour du feu de camp. Mangeons des chamallows. Et la deuxième phase pour moi de cet entraînement intensif que j'ai envie de vivre, c'est de prendre conscience que moi-même, et pas juste mon équipe, et pas juste l'organisation, je dois rentrer dans une boucle d'amélioration continue. Donc, je dois expérimenter et me tromper, me remettre en question, apprendre et m'entraîner. Et que c'est grâce à ces exercices que, finalement, je vais pouvoir devenir une meilleure Scrum Master, inspirer et être un leader. Un petit exemple concret, la demande du manager. Un jour, votre manager vient vous voir avec, vous savez, cette demande qui vient de l'externe, qui vient du système. Peut-être que c'est un atelier à faire avec l'équipe, une consigne à appliquer, une pratique à mettre en place qui vient comme ça, ou alors, je ne sais pas, une contrainte RH, bref, quelque chose qui vient d'en dehors de l'équipe. Ça ne va pas vous prendre longtemps, ça va vous prendre 2 heures. Par contre, vous sentez bien que ça va faire grincer des dents. Que faites-vous? Plusieurs réponses. A, vous refusez en bloc. Le besoin ne vient pas de l'équipe, c'est niet. B, vous argumentez, vous louvoyez pour convaincre votre équipe du bien fondé de cette démarche. Ou C, vous laissez couler. Allez l'équipe, on se plie au jeu, ça va nous prendre 2 heures. Qu'est-ce que vous auriez fait? A, B ou C? Pour les D et les E sur les feuilles. Ou sur Remo. Alors, si vous avez répondu A, ce n'est pas cette attitude qui va entraîner un climat de collaboration et de confiance avec votre manager ou le reste de l'organisation. Je vous rappelle, vous avez un rôle dans la compréhension de l'environnement. Si vous avez répondu B, l'équipe sent bien qu'il y a anguille sous roche, vous avez manqué de dévotion envers elle. Et si vous avez répondu C, eh bien, bravo, effectivement, il ne faut pas toujours chercher à combattre tout. Peut-être que des fois, le système, il faut aussi le servir. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Face à cette demande, j'ai senti qu'il y avait un petit truc qui m'irritait. Alors, cette intuition, là, ce petit malaise, au lieu de l'éteindre à grands coups d'instincteur du genre c'est pas ton rôle de traiter ça, ou tu te fais des idées, ou mais non, c'est rien, toute autre tactique de fuite, je l'ai gardé, je ne l'ai pas éteint. Et j'ai délayé un peu le moment de répondre et j'ai été demander conseil. Et là, le conseil qu'on m'a fait, c'est celui-là. Il faut savoir choisir ses batailles. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et donc, j'ai répondu C. En expliquant ces enjeux à l'équipe, elle comprend bien entendu que, oui, on peut bien faire un effort et aller aussi, nous, de temps en temps, soutenir notre manager, soutenir le système. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez reçu un super bon conseil? Vers qui vous vous tournez quand vous avez une difficulté et que vous avez besoin d'échanger? Je vous invite à vous avancer sur la prochaine case orange, s'entourer. Et donc voilà, à force de vivre ces aventures, petit à petit, de boucle d'amélioration, en boucle d'amélioration, petit à petit, je vois tout le chemin qui me reste encore à parcourir. Alors, il y a tous ces mots, il y a du développement personnel, améliorer mon courage, il y a des compétences, savoir dire non, par exemple, et puis il y a de la connaissance à acquérir sur, par exemple, la dynamique d'équipe, sur les postures. Oui. Communication non violente. Ouais, c'était un peu long. Désolée. Et vous, c'est quoi vos forces, vos faiblesses? Vers quoi vous avez envie de tendre? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez? Je vous invite en tout cas à avancer sur la prochaine case bleue, se connaître. Et tout ça m'amène jusqu'à venir devant vous aujourd'hui. Mon dernier challenge en vue, qui m'a vraiment fait beaucoup me remettre en question. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai des choses intéressantes à raconter? Est-ce que j'ai appris finalement suffisamment de choses de mes expériences, de mes erreurs, de mes victoires pour avoir quelque chose à transmettre?
Et vous, c'est quoi votre prochain défi? Dans quoi vous avez envie de vous lancer? Où est-ce que vous allez aller cheminer? Je vous invite à avancer sur la prochaine case jaune. Et là, normalement, si je ne me suis pas trop trompée, on n'est pas très loin de la fin. Alors voilà, on a fait ensemble un pas vers le leadership agile. On a cheminé, c'est-à-dire qu'on a été explorer d'autres contextes. On a été sortir de notre zone de confort, on a été chercher des challenges, des défis personnels. On s'est entouré de notre équipe, de mentors, peut-être même d'amis, de coachs, de pairs, pour aller échanger, avoir du feedback et s'inspirer aussi. Et puis, on a appris à se connaître, quelles sont nos forces, nos faiblesses, sur quoi on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Bravo, vous êtes au checkpoint leader agile level 1. Alors, il reste du chemin à atteindre, mais on a déjà fait un beau parcours, bravo. Alors quand même, il y a quand même des choses qui ont fait la différence dans ce parcours, dans ces aventures pour moi. Tout d'abord, c'est que j'ai été accompagnée énormément par les coachs et par mes managers qui m'ont donné ces opportunités de grandir. Et puis, j'ai été soutenue. Big up à l'équipement, qui ont dû faire très souvent sans moi pendant que j'étais en train de voyager ailleurs. Bien entendu par les coachs et les managers, et puis par la Graphie Team, sans qui il n'y aurait aucun dessin sur ces slides. C'est moi qui les ai faits, mais c'est grâce à eux, ils m'ont vraiment soutenue. Et puis, Lectra, de manière générale, pour avoir réussi à créer ce climat qui m'a permis de grandir. Alors, merci, merci, merci. Et merci à vous d'avoir vécu cette aventure à mes côtés. Encore quelques petites questions d'introspection, c'est vraiment le thème de la journée. Et vous, quelles sont vos montagnes, après tout ce qu'on s'est dit? Quelle sera la suite de votre aventure? Un petit proverbe chinois pour finir. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le second meilleur moment, c'est maintenant. Eh bien voilà, on arrive à la fin. Vous pouvez laisser votre rôti sur Rôti Express et aussi les petits papiers dans le sac qui est juste devant, près du bol. Sur Remo, n'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires. Merci beaucoup. Et on peut continuer la discussion tout à l'heure, demain, si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc je répète juste parce que je pense que sur Remo, tout le monde n'a pas entendu. Vous êtes dans un contexte où les Scrum Masters ne sont que Scrum Masters. Et ça vous occupe déjà bien, c'est normal. Et vous avez quand même vos managers qui essayent de vous pousser et de vous déléguer de plus en plus de choses. Sous-entendu, ils ne voient pas trop à quoi vous occupez votre temps. Comment leur faire comprendre C'est une situation que moi, je n'ai pas vécue, mais que vivent d'autres personnes au sein de Lectra, mais plutôt sur la casquette opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils ont la double casquette Scrum Master développeur et que du coup, la pression opérationnelle prend le dessus. Ça reste le même enjeu. Comment faire comprendre que les missions du Scrum Master sont essentielles? Eh ben, j'aurais tendance à te dire, si tu as les moyens, si tu as une communauté Scrum Master, commence par faire cet atelier de c'est quoi le rôle du Scrum Master. Une des choses qu'on a évoquées ensemble, c'est à quoi elle sert cette communauté, à quoi elle sert pour nous, chacun de nous, mais aussi donc grâce à l'entreprise de travail, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, on a vraiment posé sur le papier qu'est-ce que cette communauté apporte à Lectra. Et peut-être de mettre ça en lumière, ça peut aider, si c'est un travail collectif, à faire une prise de conscience avec les managers. Surtout si tu mets les managers dans la salle pour définir, voilà. Tu peux également, je ne sais pas dans quelle mesure, mais faire un vie ma vie. Tu vois, essayer d'aller comprendre déjà pourquoi il estime que c'est à toi de le faire. Donc peut-être toi, tu fais un vie ma vie avec lui. Et ensuite, qu'il comprenne ton quotidien, que lui vienne faire un vie ma vie avec toi. Je ne sais pas si c'est envisageable, ça ne l'est pas toujours. Et sinon, surtout ces histoires de délégation, après, comme il te délègue des sujets, peut-être que tu peux travailler sur ça, en fait, sur cette délégation, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, Delegation Matrix, Delegation Pocket, non, Delegation, je ne sais plus quoi, Board, Delegation Board, pour aller creuser le pourquoi de la délégation, et peut-être que ça donnera l'occasion de dire, oui, mais du coup, par rapport à mes autres activités, que tu auras un moment d'échange sur cette délégation qui sera factuel, construit, des moyens que tu as pour le faire, etc. Et tu pourras dire, oui, mais du coup, qu'est-ce que j'enlève? Il y a ça aussi. Qu'est-ce que j'enlève? Voilà tout ce que je fais. Qu'est-ce que j'enlève pour faire ta demande? Voilà les idées que j'ai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je suis dans une équipe en Kanban. Je trouve que le besoin il est identique.
Je me suis longtemps posé cette question de est-ce qu'à terme, le Scrum Master doit disparaître de l'équipe? C'est vrai qu'on a cette idée qu'au début, il est très présent, qu'il a vraiment besoin de beaucoup accompagner, et puis qu'au fur et à mesure que l'équipe prend de l'autonomie, de la maîtrise, etc., il peut s'effacer. Oui, il peut s'effacer. Peut-être qu'il va. Et c'est pour ça qu'on a eu ce débat aussi à Lectra sur la focalisation. Peut-être que oui, au bout d'un moment, il ne sera plus occupé à 100%. Dans ce cas-là, il peut aller s'investir au niveau de l'entreprise, de l'organisation. Mais dans tous les cas, je pense que c'est primordial d'avoir quelqu'un qui a cette responsabilité d'aller faire un pas de côté et de regarder ce qui se passe. Sinon, on est tous pris dans la pression opérationnelle et on loupe des choses. Le fait d'avoir une personne qui a cette respiration et qui l'apporte à l'équipe, ça aide. Même dans une équipe où chacun est capable de se rendre compte, nous, enfin, je veux dire, tous les matins en daily, c'est pas moi qui dis ah oui, mais ce ticket il traîne, regardez, il a passé le temps. Non, mais ça n'empêche. Il y a quelqu'un qui peut prendre un pas et qui peut dire oh là et stop. Voilà. Donc je trouve que c'est important. C'est mon avis personnel et je pense que c'est vraiment un sujet à débat. Il y avait une question à côté. C'est quoi la suite de mon aventure? C'est une très bonne question. Déjà, tu as vu toutes les montagnes. J'ai envie de toutes aller les explorer. J'ai vraiment envie, déjà, l'étape là tout de suite, c'est à chaque fois que j'ai cette petite intuition là, de faire un stop et d'aller la creuser. J'ai rangé mon extincteur au placard, j'espère, j'apprends. Et voilà, c'est vraiment ça, parce que je ne peux pas creuser ces sujets-là qui sont beaucoup de l'ordre du développement personnel sans aller faire ça. Après, à Lectra, on a vraiment la chance, depuis l'atelier de définition du rôle de Scrum Master, chaque Scrum Master est accompagné par un coach. Ça aide beaucoup aussi à se poser cette question, c'est quoi la suite de mon parcours? Je me suis un temps posé la question, est-ce que j'ai envie de devenir coach? Parce que c'est vraiment, ça incarne énormément de choses auxquelles je crois. Après, ça pose d'autres choses, on n'appartient pas toujours à une équipe. Voilà. Donc, je suis en questionnement sur ça. Mais dans tous les cas, toutes ces compétences, j'ai envie d'aller les creuser. Et toi, c'est quoi tes montagnes? Je pense que pour moi, en tout cas, c'était pas juste double casquette, c'était triple, voire quadruple casquette, et ça marchait plus. Clairement, ça marchait plus. Les quelques fois où, par exemple, je reviens de vacances, la boîte mail est vide, on est en plein mois d'été, je me dis cool, allez, je vais aider l'équipe, je prends une story. Puis là, elle traîne. Je commence, tac, tac, je m'interromps, je reviens. Bref, on est en Kanban, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Donc, j'arrête. Voilà, ça s'est fait plutôt comme ça. Maintenant, je pense que juste les deux, ça peut aller. Et encore, ça dépend de toi très personnellement. Comment tu vas réussir à mettre ce pied en dehors? Si tu as une stratégie pour aller mettre ton pied en dehors et prendre du recul, ça peut le faire. Si, parce que tu fonctionnes comme ça, dès que tu es dans une story, par exemple, tu es 100% engouffré, et voilà, peut-être que tu vas avoir des difficultés à jouer ce rôle de prendre de la hauteur, quoi. Ça dépend. C'est très personnel, je pense, en fait. On avait une question sur le mot qui vient d'arriver, de Gilles Coulet. Au quotidien, comment les coachs et vous interagissez? C'est facile, ils ont un bureau avec une porte, donc bonjour. Voilà, il y a beaucoup de ça. Genre, je comprends pas trop ce qui s'est passé là. Donc ça, c'est un des premiers trucs. Ensuite, depuis ce fameux atelier où on a remis un rôle de Scrum Master, chaque Scrum Master est accompagné par un coach, donc on se voit tous les mois, je crois. Et là, c'est vraiment, voilà, quelles sont tes difficultés? Est-ce que tu as un sujet à m'amener? Et c'est plutôt une posture basse où ils vont nous accompagner à nous questionner et à progresser, à voir quel chemin on a envie de prendre. Et puis pour la communauté, il y a Sylvia qui nous soutient, enfin en quelque sorte, avec qui je prépare les sessions, qui est souvent présente aux sessions, avec qui je les débriefe pour essayer d'aller dire ok, là j'ai senti que, parce que quand on anime, etc., on peut difficilement, je ne sais pas si vous avez vu la conférence sur les signaux faibles et les communautés ce matin, c'est difficile de tout faire d'un coup. Donc c'est très enrichissant d'avoir leur regard et leur expertise, et puis ça ouvre des horizons incroyables. J'attends que tu aies le micro, je ne sais pas où il est passé. Comment tu as vécu les défis par rapport au Covid, au télétravail, à des distanciels, à des moitiés présentiels, distanciels en tant que Scrum? En tant que Scrum dans mon équipe, du coup, là... Si tu as eu une équipe dans ce cas. Ouais, j'étais dans mon équipe, l'aimante. J'ai vécu ça en me disant, ok, on débranche tous les trucs qu'on focus habituellement, au moins au début. Vraiment, ma première impression, ça a été, ok, là, c'est sécurité psychologique d'abord. Donc, c'est pas grave si on ne délivre pas. On prend les daily meetings qui ont
pris 3/4 d'heure parfois. Et c'est pas grave, parce que finalement, c'était le seul moment où on discutait entre nous. Et puis, aller trouver des stratégies, quand on s'est rendu compte, pour aller discuter autrement. Voilà, ça a été vraiment mon focus, au moins sur le début, sécurité psychologique. Après, sur le travail en soi, on a très vite pris un mode de fonctionnement où on était en vocal toute la journée ensemble et on s'isolait dans des salons de discussion pour faire du binôme ou quoi. Et du coup, en fait, on a assez rapidement le sentiment d'un retour à la normale avec des guillemets. Et puis, on est revenu assez vite sur site, dès que ça a été possible. Donc, au final, voilà. Mais ouais, ça a été mon focus en tant que Scrum Master, sécurité psychologique de l'équipe. Une autre question sur Remo, de Mathieu Samakari, très bien prononcé. Est-ce que les Scrum Masters vont dans d'autres équipes pour voir comment ça se passe au quotidien? Pour l'instant, ça ne s'est pas trop fait dans le sens vie ma vie, parce que ils ont aussi un rôle opérationnel, donc ce serait envisageable et je pense ça a été évoqué, donc je pense que ce sera sans doute amené à être fait, pardon. Par contre, il y a quand même des échanges entre les Scrum Masters pour aller faire du codev dans les sessions ou même en dehors, de manière informelle. Et est-ce que les Scrum Masters sont amenés à aller voir d'autres contextes, d'autres équipes? Ouais, il y a eu ça. Mais voilà, donc pour l'instant, non, c'est pas une pratique en place, même s'il y a cette idée en frémissante d'aller faire du